Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo qui réagit à ce qui est en train de se passer dans la capitale géorgienne. Alors attention, je dis géorgienne, ce n'est pas l'état de Géorgie des États-Unis, mais bien le pays. Pays qui, comme un certain nombre de pays, dont je vous avais déjà expliqué les tenants et un petit peu les aboutissants de ce problème, de cette région aux multiples influences, conquêtes, domination, etc. Sommes-nous en train de voir en Géorgie un scénario à la Maïdan? Pour ceux qui sont suffisamment matures, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2014 en Ukraine avec les événements Maïdan. Eh bien, on a l'impression qu'on est en train de revoir exactement les mêmes codes en train de s'appliquer en Géorgie. Je rappelle, la Géorgie a été, de mes souvenirs, un pays satellite de l'URSS, mais avec un gros souci avec une région qui concerne l'Ossétie. L'Ossétie fait partie de ces exemples qu'il y a dans un certain nombre de pays de cette région de l'Est de l'Europe et de l'Asie de l'Ouest, voire Asie centrale, où il y a eu des mouvements de population. Et ces mouvements de population, au fil du temps, ont fait qu'il y a une majorité de populations qui tout d'un coup deviennent dominantes par rapport à une autre. Souvenez-vous, je vous avais parlé du grand remplacement, ce que certains réfutent et nient en bloc, et qui pourtant est quelque chose qui a toujours existé dans toute l'histoire de l'humanité, qui a même contribué à faire ou défaire un certain nombre de nations, de royaumes, d'empires. L'Ossétie, depuis la chute de l'Union soviétique, il y a eu quand même deux guerres. Deux guerres, pourquoi? Tout simplement pour exactement le même problème, ou quasiment pareil, que l'Ukraine. C'est-à-dire une divergence de point de vue et de culture entre des russophones, ou tout du moins des gens d'influence russophone, descendants de Russes, qui, en 70 ans de communisme, il y a eu ces mouvements de population, il y a eu des influences même bien avant, à partir du 19e siècle, et qui fait que ces régions ont voulu profiter de la situation de la chute de l'Union soviétique pour déclarer leur indépendance. Or, des Géorgiens considèrent que l'Ossétie fait partie de la Géorgie. Or, évidemment, à partir du moment où vous en avez certains qui considèrent qu'une terre appartient à une nation, alors que dans cette terre, vous avez des peuplades, des tribus qui revendiquent d'être indépendants parce qu'ils ne se considèrent pas comme des Géorgiens, et bien ça finit en conflit. Alors, il y a eu un premier conflit dans les années 90, on a trouvé des accords. Là, l'Ossétie a été séparée en deux. Vous aviez l'Ossétie du Nord, qui était une terre indépendante, mais proche évidemment de la Russie. Et vous avez l'Ossétie du Sud, finalement, qui était de possession géorgienne, mais voilà, ça se passait mal. Et du coup, il s'est trouvé qu'à un moment donné, la Russie a décidé d'éviter le pire en prenant possession de l'Ossétie du Sud. Or, l'Ossétie du Sud, elle est considérée comme faisant partie du territoire géorgien. Et bien, on se retrouve exactement dans la même situation qu'avec l'Ukraine et la Crimée. En réalité, mais à qui appartient telle terre? Donc, on est en train de voir certainement des jeux d'influence de la part des Occidentaux en Géorgie. Je rappelle que la Géorgie a l'intention de vouloir rentrer, alors je ne sais plus si c'est l'Union européenne ou dans l'OTAN. Pour ce qui leur concerne, je crois que la procédure d'ailleurs est engagée, est en cours. Mais encore une fois, ça donne l'exemple du problème de ces pays, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, de ces pays qu'à un moment T, une dominance qui représente soit une minorité ou une majorité, mais souvent c'est une minorité, décide d'une terre, décide de frontières. C'est-à-dire par un traité, en collaboration avec des partenaires, tout d'un coup on désigne telle terre avec telle frontière désormais s'appelle un tel. C'est ce qu'on a fait avec le Kosovo. Le Kosovo qui a toujours existé en tant que province, en tant que région, en tant qu'ethnie, du jour au lendemain,
un conflit ethnique, un conflit territorial, eh bien la communauté internationale a décidé de dire aux Serbes, bon bah écoutez les Serbes vous êtes gentils, mais désormais le Kosovo ne vous appartient plus, on le déclare comme étant désormais une nation indépendante. Donc, vous comprendrez bien que les Serbes, c'est comme si demain par exemple les Italiens mettaient le bordel en Corse, et puis pour résoudre le problème, eh bien on décrète tout d'un coup de dire bah non désormais la Corse elle est italienne. Parce que, soyons honnêtes, dans ma vidéo que j'avais faite sur ce sujet, si vous ne l'avez pas vue, je vais le répéter. Ce qui est assez amusant, c'est que ceux qui vous font des leçons de morale, de démocratie, de liberté, etc., donc en l'occurrence l'Europe et les États-Unis, si vous remontez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de ces pays qui aujourd'hui vous font la morale de protéger l'intégrité, la souveraineté des pays, etc., alors qu'ils ont été les premiers à coloniser, envahir, conquérir, acheter. Donc si vous voulez, alors aujourd'hui ça paraît un petit peu absurde parce qu'on dit oui mais c'était dans l'histoire, c'était une époque, c'était un contexte, etc. Alors là tout d'un coup je suis tout à fait d'accord avec vous. Si après on a réussi à mettre une stabilité qui fait qu'aujourd'hui un pays comme la France, comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, etc., ça leur paraît très compliqué demain de jouer d'influence et de dire ah bah tiens du jour au lendemain désormais cette terre elle appartient à notre pays. Cette terre elle fait partie intégrante de notre territoire. Parce que là en effet ce serait totalement contradictoire de tous les principes et toutes les valeurs que ces pays défendent dans la communauté internationale. Mais ce n'est pas la même culture que dans d'autres pays. Aujourd'hui il y a encore une multitude de pays qui ne devraient pas exister, mais qui ont existé parce qu'à un moment donné, on a donné la légitimité alors à une minorité de se déclarer indépendante. Et du coup, on a amputé un pays d'une terre, on a créé un pays, on s'est dit, bah, c'est bien comme ça, chacun chez soi, hein, surtout si c'est des problèmes ethniques. Mais le problème, c'est que tant que vous n'arrivez pas à stabiliser politiquement, économiquement, socialement ces pays, eh bien ces pays n'arrêteront jamais de se taper sur la gueule. Je ne vais pas reprendre l'exemple des Kurdes. Je ne vais pas aller reprendre l'exemple des Touaregs. Donc à partir du moment où la diversité, alors la diversité c'est bien gentil, sauf que la diversité au bout d'un moment quand elle revendique des terres, quand elle revendique une culture, quand elle revendique d'avoir sa souveraineté, euh, bah, c'est des jeux de géopolitique. C'est des jeux géopolitiques, tout comme en 1945, 47 je crois, la communauté internationale a accepté, a laissé faire la création de l'État d'Israël. Bon, c'est un peu compliqué parce que l'État d'Israël a été créé sur une terre qui n'était pas une nation, qui n'était pas un pays indépendant et souverain. C'était une comptoir, c'était une colonie britannique, la Palestine. La Palestine en tant que pays, en tant que gouvernement, etc., n'existait pas. C'était une région, on peut déclarer autonome, ce que vous voulez, mais en matière de statut, internationalement, ce n'était pas reconnu comme un pays. Donc à partir de là, ça complique encore plus les équations quand il s'agit de comprendre que sein même d'un pays, alors un pays sur lequel on était content pendant 70 ans parce que c'était le joug soviétique, donc dès qu'il y avait des minorités qui commençaient à gueuler un peu trop, pouf, les chars déboulaient et puis on remettait de l'ordre. Voilà, évidemment, certains vous diront oui, c'est du totalitarisme. Eh oui, c'est du totalitarisme. Il n'empêche que le totalitarisme, il a fait en sorte de maintenir une certaine paix sociale dans ces pays. Alors évidemment, inconvénient, c'est de parfois donner le pouvoir à une minorité au détriment de la majorité. Ce qui est le cas par exemple de la Syrie. La Syrie aujourd'hui est entre les mains d'une infime minorité qu'on appelle les Alaouites, alors qu'en réalité ils ne représentent rien vis-à-vis du peuple, le peuple est plutôt du sunnite, oui je crois que c'est du sunnite, hein. C'est du sunnite en majorité, en grande majorité, alors que les Alaouites sont des chiites dissidents. Mais c'est une élite qui a toujours fait en sorte de rester en place.
Alors, on a essayé de les déboulonner avec la guerre en Syrie, etc. Sauf que des gens comme Assad ne sont pas fous. À un moment donné, il faut qu'ils fassent des alliances avec des pays qui ont un certain poids à l'échelle internationale, sur la géopolitique, etc. C'est la raison pour laquelle la Syrie a fait une alliance avec la Russie. Donc à partir du moment où il y a alliance avec la Russie, à partir du moment où la Syrie se sent menacée sous le prétexte d'une guerre contre l'État islamique, mais qu'en réalité ça sert aussi les intérêts de rebelles, d'être aidés, soutenus par des intérêts extérieurs, dans ce cas-là, Bachar el-Assad, il a fait appel à ses alliances. Donc ce qui est en train de se passer en Géorgie, ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant puisque, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, la peur de l'Occident, c'est de voir le conflit ukrainien s'enliser. Donc, on va chercher des options pour essayer de déstabiliser d'autres pays dans lesquels il y a encore des intérêts russes. Et en l'occurrence, la Géorgie qui est plutôt pro-européenne, mais qui voudrait bien récupérer cette fameuse Ossétie qu'on lui a amputée depuis ces 30 dernières années. Et donc du coup, vous créez un nouveau front pour la Russie. Parce que c'est certainement ce qu'ils cherchent à faire, c'est de créer un second front pour l'armée russe. Ou sinon, elle perd l'Ossétie. Et en perdant l'Ossétie, à votre avis, tous les russophones, tous les peuples qui sont pro-russes dans ces régions-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'auront pas d'autre choix, soit mourir ou s'exiler. Donc vous voyez, la géopolitique, c'est comme une partie d'échecs. C'est que même si vous surveillez quelques pions, quelques pièces qui vous semblent être des pièces à risque, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, vous risquez d'être en fait victime d'une procédure de détournement d'attention pour que vous ne puissiez pas voir que dans un autre sens, on essaie de perturber et de créer en fait une situation parallèle, compliquée, et qui va vous mettre forcément en difficulté. Donc l'affaire géorgienne, j'ai envie de dire, à suivre. Et pour terminer, je vais revenir sur la journée de la femme. Parce que c'est la journée de la femme, c'est une journée de manifestation pour l'égalité homme-femme, etc. Et il y en a certains sur les réseaux sociaux qui m'ont sorti, oui, regardez, l'ONU a sorti un rapport comme quoi, si on veut arriver à une parité, égalité homme-femme, il faut encore 300 ans. Et, vous voyez, la preuve, c'est qu'il y a encore du boulot. Ouais. Alors, ce qui est très amusant, c'est de voir ces gens vous sortir ce fameux rapport, qui n'ont jamais lu, d'ailleurs, qui ne savent pas que le rapport met en grande partie en responsabilité tous les pays où l'islam est omniprésent, où l'islam est politique, et que par conséquent les femmes n'ont absolument pas du tout les mêmes droits, les mêmes avantages, les mêmes bénéfices que les hommes, et que cette même ONU qui a fait ce rapport, ou du moins qui a fait faire ce rapport, c'est cette même ONU qui a donné la présidence du comité de défense des droits de l'homme de l'ONU à un pays qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Mais de qui se moque-t-on? C'est-à-dire que même dans des combats pour l'égalité homme-femme, etc., tous les féministes, enfin, pas tous les féministes, mais vous avez des féministes de plateau, des féministes de salon, qui essaient de vous faire culpabiliser que vous êtes dans un pays où il y a encore du travail, parce que l'égalité homme-femme, c'est pas encore ça, il y a toujours le patriarcat blanc, plus de 50 ans, etc. Mais dès que vous abordez, oui, mais dites le rapport là que vous faites référence tout à l'heure, là, le gros du rapport met en évidence les problèmes dans les pays islamiques. Et dites-moi, c'est bien ces mêmes islamiques avec qui vous signez des accords, vous faites des conventions, c'est ces mêmes gens que des fois vous fermez les yeux sur le fait qu'ils sont aidés, financés, soutenus par les frères musulmans. Mais vous foutez de la gueule de qui? Mais je pense que les gens intelligents ont compris.
Je pense que vous avez compris. Donc affaire à suivre. Il y a du feu sur la planche. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Très vite.